L'épisode de cette semaine est encore une fois une présentation de SPG, la solution pour tous vos besoins associatifs, tenue de livre, permanence, gestion du membership. Laissez SPG vous aider comme il nous aide nous. Et laissez aussi Brasseur RJ vous aider comme il m'aide moi présentement avec leur bonne bière. D'ailleurs, on aura les bons produits Tremblay. Non, excusez, c'est de la belle gueule qu'on va avoir de RJ. Au tailgate pour les membres. Donc, si vous n'êtes pas encore membre des Montagnards, vous attendez quoi? Bon épisode, tout le monde. Un petit peu de mon médicament, hein? Histoire de me calmer les nerves. Des journées trop remplies. On fait ça à la pleine lune quasiment ce soir, hein? Désolé d'être un petit peu en retard sur notre horaire habituel, mais écoutez, là, on est presque rendu au lendemain, donc on se donne là, aux heures tardives. On n'a pas réussi à faire lever Sylvain, par exemple. Non. En plein milieu de la nuit, Sylvain, ça dort. Trop grosse soirée. Trop tard pour lui. Exactement. Ça veille plus tard de même à cet âge-là. Là. C'est pas... Après 35 ans de mariage, hein? Ouais, c'est choisi tes batailles. Hey, avec moi, comme à l'habitude, Tamilia El-Kadi et son éclairage variable. Bonsoir. Bonsoir. Et François MDM Mathieu avec son casque d'écoute rétro fluo orange. Tomato. La vraie couleur, c'est tomato. Tomato. Coudonc, ça sort vraiment orange. Oh, tomate orangée. Ouais, puis regarde son vieil calcris, là, regarde, là, je perds des bouts. Yes, on fait toffer nos produits. All right. Donc, cette semaine, on n'avait pas de match des Carabins. On en a tout un qui s'en vient en fin de semaine. On va en parler plus longuement. Mais avant tout, les Montagnards, c'est plusieurs choses. C'est notamment le tailgating. Donc, le premier sujet qu'on voulait aborder, on en a parlé un peu lors du dernier épisode, le fait qu'on n'est pas à notre maison traditionnelle cette année. On est au centre Claude Robillard, donc ça implique des changements en termes d'organisation. Première des choses, tout est admission générale. Donc, tous ceux qui ont des billets de saison, vous n'avez pas de siège réservé. Donc, je vous recommande de vous pointer de bonne heure. C'est sold out en plus, hein? Et c'est sold out. Donc, on va essayer, nous, de trouver un système pour être capable de s'installer confortablement. C'est la première fois pour les Carabins, première fois pour les fans. Vous vous attendez à quoi? Ça va être bien plein? Je ne sais pas à quoi. J'ai hâte de voir la capacité maximale, en fait. Là. On parlait autour de 3000, mais pour avoir vu les lieux, 3000, on va être tassé en sacrifice si c'est ça qu'ils ont vendu. Il n'y a aucune chance qu'il y ait 3000 personnes là-dedans. Oui, c'est ça. Là. Fait que, il parlait de mettre peut-être des temporaires. Tu sais, on a vu ce que ça donne à Concordia l'autre semaine. Attendez, moi je les ai vus, temporaires. J'en ai parlé un petit peu lors du dernier ou l'avant-dernier podcast. Tu as les marches de géants. OK? Tu as dans la portion sud, juste au-dessus, là, donc au-dessus des marches de géants. Bon, mettons, là, au-dessus des marches de géants, là, à partir où qui est marqué les toilettes, là, donc toute la portion nord, là, donc tu as déjà une structure qui est là, donc tu as une structure en hauteur, puis à côté, tu as un genre de roulotte qui est le... Je ne sais pas pourquoi, là, je ne sais pas à quoi ça sert, là, mais toute la portion sud, donc du logo toilette jusqu'au logo VIP, c'est vide. Bon, mais c'est là qu'ils ont mis les 3 estrades. C'est pas grand-chose, hein, je vous le dis. Je pense pas qu'il rentre plus que 200, 300 personnes là-dedans. Là. Juste pour situer tout le monde là, sur le plan que vous avez à l'écran, il y a dans le fond, on se tient vraiment là dans le coin supérieur droit. Désolé pour ceux qui écoutent en audio, mais il y a le stade principal du centre Claude Robillard là où l'Impact jadis jouait ses matchs. Ce n'est pas ce terrain-là. C'est le terrain qui est situé directement au sud. Pour ceux qui connaissent, c'est là que Grasset joue leurs matchs locaux. On voit quelques secteurs qui ont été identifiés. Là, l'entrée qui est au sud. On va avoir une zone fumeur au nord-est sur le bord de Christophe Colomb. Et l'espace de tailgate se fait sur la terrasse du centre sportif intérieur. Dans le fond, en arrière du terrain de baseball qui est adjacent. Là. Donc, on va être juste adjacent du terrain de football. Mais puis l'entrée, je pense, va se faire
par le nord. Ça se peut-tu? Oui. Où il y a la flèche là, sur le dessin. Bon, exactement. C'est Donc, ça, parce qu'Éric, ce qui est important de dire, c'est que l'accès entre je sais pas comment le corridor entre les deux stades, c'est là qu'on se promène. Tout est piéton, puis entre le tailgate et l'entrée, là, c'est par là qu'on va se promener. je pense que l'objectif était vraiment de recréer le type de tailgate qu'on avait sur l'esplanade au Sepsum. Absolument. C'est sûr que nous, on a goûté au tailgate classique sur stationnement l'année dernière. Ça ne s'enligne pas pour être ça du tout. On revient au format classique qui est un petit peu plus... dans le fond, on enlève les voitures de l'équation. En gros, là, la principale différence, c'est ça. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime bien le retour de cette... c'est le fun de tailgate en char, là, mais ce qui distingue le tailgate des carabins, c'est justement, tu sais, on est une équipe urbaine, puis le fait d'avoir créé ce petit tailgate-là où il n'y a pas de voiture, où on fournit les barbecues, il y a de quoi d'intéressant qui est une signature. C'est le tailgate signature des carabins. Le fait d'y retourner, puis il ne peut pas avoir de tailgate où tu n'es pas plus collé. Là, je pense que c'est un peu ça. Hein? L'effet d'être serré créait une ambiance. Là, la question est de savoir est-ce qu'on va avoir autant de gens qui vont se déplacer, étant donné qu'on n'est pas sur le campus. Le temps nous le dira. Mais là, déjà, une salle comble, ça indique quand même une petite salle comble, là. Mais ça reste qu'il y a quand même de l'intérêt. Et il reste encore quelques billets pour le match de vendredi prochain. Donc, si vous voulez des billets, dépêchez-vous. Oui, mais je crois que les étudiants seront quand même là. Il me semble que j'ai entendu que... il y avait un service de navette. Il y avait un service de navette, là. Donc, peut-être que ça a été sold out parce que ces étudiants qui ont acheté, les assos étudiantes qui ont acheté les restants des billets, ils n'ont pas les bruns. Oui, c'est ça, parce que si j'ai bien compris, la mise en vente des billets individuels a été faite très tardivement. J'ai même pas vu ça passer, personne. C'est vendredi. Moi, j'en ai acheté finalement, pour l'équipe de SPG, là. Puis, j'ai réussi à en avoir. Oui, j'ai réussi à en avoir, puis j'ai réussi à les acheter, puis le lendemain, c'était sold out. Donc, il n'en restait pas énormément. Là. Absolument pas. OK. Donc, c'est la formule classique de tailgate, amenez vos consommations, amenez les barbecues probablement fournis. J'ai malheureusement pas eu le rundown détaillé, mais on est vraiment dans la formule classique. Nous, les montagnards, on va avoir nos chapiteaux, notre bar. Vous pouvez venir compléter vos inscriptions si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes membre, vous allez pouvoir venir prendre votre consommation gracieuseté de RJ. Et le cadeau, oui, c'est vrai, on va avoir préparé ça aussi. Vous préparez vos badges, puis vos cadeaux, puis votre bière. Yeah! Un beau package, ça. C'est pas pire. Hey, tout ça, 40$. Ouais. Plug. Cette année, on vous demande de nous rapporter les bouteilles vides, s'il vous plaît. Les canettes vides, ouais. À Vincent de la Chaux, ça retourne direct dans la bourse. Ça retourne direct dans la bourse. Fait que, au lieu d'y jeter dans les... Mais ça, j'avais commencé ça l'année dernière. Là, je m'amenais tout le temps un crate, puis on a retourné quand même pas mal d'argent dans le fonds de bourse. Cette année, on a payé les consignes sur la bière commanditée. Donc, si on est capable d'aller rechercher une partie, ça serait parfait. La bourse. OK. Donc, on devrait être set-up 11h, 11h30 environ. 3h, 2h30 avant la game. Comme à l'habitude, on aura notre grill. Sinon, probablement que les carabins ont les leurs. Venez nous dire un petit coucou, on va jaser football, ça va être super intéressant. Inscription sur place en argent comptant, c'est pour ceux qui sont pas très technologiques, qui semblent faire un plaisir de vous inscrire. Ouais, yes. Mais Eric, tu l'as dit un petit peu, arrivé de bonne heure, parce que il semble dire qu'ils ont 200 places de stationnement sur les 3000. Il n'y a pas grand place de stationnement en entour. Puis j'ai l'impression que, contrairement d'habitude, où les gens pouvaient venir en transport en commun parce que le métro est en place, le métro est un petit peu plus loin. Le métro de Crémazie est un petit peu plus loin. C'est pas... Ouais, c'est un 10-15 minutes. C'est pas le bout du monde, mais c'est une petite marche. Ouais. C'est ça. C'est pas le bout du monde. Et nous annonce la belle météo. Oui. On est encore un peu loin, mais ça commence à être bon signe. Donc, on va pouvoir en profiter pleinement là, sous un soleil d'été. Oui, et si c'est justement ça, le soleil d'été... Couvrez-vous le coco.
Et voilà, c'est exactement où je m'en allais. Je vous l'ai dit la dernière fois qu'on s'est parlé, ou il y a 2-3 semaines, là, j'étais allé pour la pratique, le scrimmage là, qu'il y a eu. Là. Il faisait chaud de façon incroyable. Au soleil, il n'y a pas d'ombre. Il y a Fait juste que vous pas d'ombre. pouvez rentrer vos bouteilles de plastique dans le stade, mais elles doivent être en plastique et vides. Il y a des fontaines disponibles à l'intérieur. Mais Donc, pas crème, de verre, pas de crème plastique. solaire, lunettes soleil, couvre-chef, stratégie pour s'hydrater. Et un banc confortable pour Un quoi? pas confortable. Un quoi? Ouais, pas pour nous, mais Un pour quoi? l'ensemble. Malheureusement, C'est quoi le mot qu'elle a dit? je sais, mais malheureusement, les Carabins ont posté aujourd'hui le guide du bon spectateur. Hein? Ouais, mais c'est le même guide que l'année dernière. Ah ouais? Ouais. OK. Parce que là, Mais, il y a quelques nuances, là, mais il disait tout le temps ça dans. OK. Il n'y aura pas de section noire. Ça, faut oublier ça. Donc, la situation va devenir où est-ce qu'on va pouvoir être assis puis comment ça va se dérouler. Ça va être on va apprendre sur le tas. Ouais. On va se développer une technique. Donc, on verra ce qu'on est capable de faire. Hey, on va passer dans notre prochain sujet qui est, il y avait des matchs quand même si les Carabins ne jouaient pas. On avait des matchs RSEQ la fin de semaine dernière. Concordia qui visitait Sherbrooke et Laval qui visitait McGill. Je commencerai par Laval-McGill qui est le match qui nous a peut-être moins surpris, essentiellement. Oh, McGill, c'est quand même défendu. Hey, Éloi a eu une très bonne première entrée en matière. Presque 500 verges, course et passe. Laval qui se fait courir d'en face là, par. Je pense qu'ils ont sous-estimé le petit Éloi. Hein. Puis la pénalité encore. Puis c'est. Laval est une McGill de finition parce que ils ont eu trop de turnovers. Sinon, cette game-là aurait pu finir plus serré. Totalement. Puis sans penser que Laval, ça va faire un turnover là, à la ligne des buts. À la ligne des buts qui a amené un autre touché en plus. Là. Mais effectivement, là, McGill a manqué d'opportunité. Est-ce que McGill aurait réussi à battre le Rouge et Or? J'y pense. Je pense vraiment pas. Oubliez ça. Mais il aurait donné un petit peu de frousse. On a vu aussi l'immense talent de Kevin Mittal. Ouais, ça a été le Kevin Mittal Show. Est-ce que c'est... comment on dit ça? Est-ce que c'est à cette partie-là là, que finalement il explose, que finalement on le voit? En tout cas, c'est pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, ils l'ont vu là. Ouais, il avait eu un bon premier match aussi, là, je pense que. Mittal, on parle de 4 touchés, tous par la passe. C'est très impressionnant. 4 touchés, là. Un de 26, un autre de 26, un de 37 et un de 9. Donc, c'est quand même des touchés, pas nécessairement à la ligne des buts, c'est des gros jeux. Mm-hmm. Donc, game changer quand même. 4 touchés par le même receveur. Il a brûlé son couvreur. McGill n'avait pas de réponse. Ah non. Mais tu sais, il a utilisé son physique. Là, le toucher de 38 verges. Là, il a littéralement utilisé son physique. Là. Et il y a eu beaucoup de joueurs qui sont tombés au combat pendant ce match-là, des deux côtés. Je ne sais pas la gravité des blessures des deux côtés, mais il y a eu le troisième et quatrième quart. Là, dans quasiment chaque jeu, il y avait quelqu'un à terre. Ouais, beaucoup de rendez-vous pendant la partie. Et maudit. Il y a un joueur qui est parti en ambulance en première demi du côté de McGill. Je sais pas combien, je sais pas c'est quoi effectivement, là, comment je pourrais dire ça, la gravité des blessures côté de Laval, mais on va tout de suite tester la profondeur de cette équipe-là parce que. Surtout en défensive. Surtout en défensive. Je sais pas si Alec Poirier va être de retour, mais eux autres, ils se sont fait ramasser, puis ça tombe comme des mouches. C'est bizarre de voir ça. Il me semble que c'était les Carabins l'année passée qui avaient cette problématique-là, mais là, cette année, Laval tombe totalement. On va voir. Mais on peut passer à l'autre match. Le match de la fin de semaine. Ah oui. Le match de Sherbrooke qui était à la demi. C'était rendu 19-0 à la demi.
Concordia s'en allait et vagabondait tranquillement vers la victoire. Et c'est là que tout s'est effondré pour Concordia. Ouais, c'était 19-0 à la demi. Ouais, 19-0. Et en plus, la deuxième demi ne starte pas bien partout. Sherbrooke perd son deuxième corps arrière parce que c'est toujours pas Robichaud qui est là. C'est toujours Cloutier. L'autre corps arrière qui est là, qui se blesse, qui se fait tordre la cheville, qui se fait tordre la jambe, tous les bords, tous les côtés. Qui n'a pas joué mauvais en première demi non plus. Là. Non. Il y avait des bonnes statistiques, mais il manquait de finition du côté de Sherbrooke en première demi. Mais qui eût cru le troisième corps arrière de Sherbrooke qui complètement rentre d'en face de Concordia, qui s'est écrasé. Ça finit finalement sur une victoire 24-23. Une autre victoire signée du pied du batteur de Sherbrooke. Ouais. Il va falloir que je fasse mon mea culpa parce que je vous rappelle que la semaine passée, je vous ai dit que ça allait être deux donuts que Sherbrooke et McGill ne seraient pas capables de faire un seul point. Et ils m'ont fait mentir parce que Sherbrooke s'est débattu, puis McGill a montré qu'il allait être à prendre au sérieux dans les prochaines années. Si ce n'est pas cette année, c'est du moins au moins l'année prochaine. Éloi va être écœurant. On fait-tu un petit tour en Ontario? Regardez un peu ce qui s'est passé. La grosse surprise en Ontario, c'est Toronto qui a gagné contre Carleton de façon convaincante. Toronto qui a un corps arrière, apparemment, tout d'un coup. Il y avait une bonne équipe l'année passée, Toronto, par exemple. Mais vous vous souvenez, l'année passée, j'étais tout content de les voir, mais on se posait la question s'ils s'étaient ramassés dans les playoffs à cause de la division. Là, de la division S, c'était à parce qu'ils ont deux divisions, eux autres. Ouais, dans S, il y avait juste Queen qui. Puis même là. Et encore. C'est ça. Mais là, qui battent Carleton, est-ce que c'est Carleton qui est plus bon? Est-ce que le départ de Polo fait si mal? Est-ce que Carleton est en train de se gruger les mains et les ongles et tous les membres d'avoir laissé partir Polo? L'autre surprise en Ontario cette fin de semaine, c'est la victoire de Windsor contre Guelph au domicile de Guelph. Il y en a plusieurs qui parlaient de Guelph comme une des équipes dominantes, qui devaient être dominantes cette année. Là, ils startent 0-2. Bon, oui, ils ont commencé contre Western, mais il y a du questionnement. Là. Ils n'ont pas rebondi contre un adversaire qui était normalement à leur portée, là, facilement. Totalement. Queens, GG's, puis Western Laurier, c'est deux matchs qui ont été interrompus parce qu'il y avait de la foudre puis des orages. Un shout-out aux partisans des GG's qui ont attendu près de 2h30 avant la reprise de la partie au TD Place. Ils ont dû être sous en tabarnak. Les GG's jouaient le match régulier au TD Place? Oui, ils jouent tous leurs matchs de saison régulière. Ah, je pensais qu'ils avaient leur propre stade. Mais il est en rénovation les 2 dernières années, puis je pense qu'ils ont prolongé d'1 an. Je ne sais pas s'ils vont retourner sur campus ou pas. C'est une belle situation. Oui, parce que dans leur stade est exactement sur le campus. Hein. Ouais, coup d'œil sur l'Atlantique. Saint-Effect, c'était en congé. St. Mary's qui gagne gros contre Acadia. Oui, Acadia qui n'est pas une force cette année. Là. Non. Et BU qui tombe contre Mount Allison. Il menait. C'est un changement de corps arrière chez Mount Allison qui a généré un comeback comme la game de Sherbrooke, qui est un ancien du Québec, d'ailleurs, Valenti. Bishops qui trouve des manières de perdre. C'est ça. C'est exactement ça. Ils ont renouvelé leur manière de perdre. Bishop est exactement comme moi. Ils essayent de ne pas faire la même erreur 2 fois. Ils s'efforcent d'en faire des nouvelles. Excellent. Petit regard dans l'Ouest. Je l'avais calé Saskatchewan contre Calgary, mais je ne pensais pas que ça aurait l'air de ça. Ah, moi, j'étais convaincu que ça aurait l'air de ça. Ah, si pire que ça? Ah, ben oui. Hey, l'année passée, les Dinos ont fini 2-6, puis t'avais les deux frères Pilpot qui ont fait 80% des points. T'enlèves les deux frères Pilpot, ils n'ont plus rien. Mais c'est une catastrophe, les Dinos. Ouais, moi, je pense qu'ils sont derniers dans l'Ouest. Ce qui n'a à peu près aucun sens, parce qu'on s'entend en termes d'organisation, de structure de programme, ça se compare à Laval. Ouais. C'est fou.
Ouais, en tant que appelons ça de dynastie, puis pas d'organisation parce que les autres sont financés pratiquement exclusivement par Ouais, mais je leur pense que abonnement. la montée de avec Fleury, il a construit quelque chose dans les 3-4 dernières années. Fait que je pense que le recrutement est plus difficile pour Calgary dans les dernières années. C'est mon point de vue de la chose. Ouais, puis ils ont un gros. Les Huskies, si je me souviens bien, ils ont quelqu'un qui fournit le cash un peu. Là. Pour Un ça, peu. UBC sont compétitifs parce que les autres, ils vont faire beaucoup de recrutement à l'extérieur du pays aussi. Là. Parce Puis on que a, les autres équipes font un peu moins. Là. puis on a Regina qui gagne aussi, qui sont capables d'avoir des bonnes saisons. Ça, c'est quand même une surprise parce que les Bisons ont quand même une équipe qui est supposée être proche vers la fin du cycle. Pas comme les grands favoris dans l'Ouest cette année, c'est Saskatchewan. Saskatchewan pour sortir encore. Beaucoup de. Ils ont sensiblement la même équipe que la dernière. Ils ont perdu. C'est clé encore. Là. T'as le groupe, la majorité du groupe qui est pareil. Fait. Excellent. On va se faire un petit avant-goût du prochain match. Là, on voit l'horaire pour cette semaine à l'écran. McGill à Sherbrooke. Mais évidemment, la partie qui nous intéresse, Laval à Montréal. Pendant qu'on est sur cet écran-là, y a-t-il quelque chose de vraiment intéressant? Ben, moi, UBC contre les Huskies, j'ai hâte de voir comment ils vont. Les Huskies devraient gagner, mais j'ai hâte de voir comment ils vont interagir et si ça va être serré ou non ce match-là. Sinon, Queens Western. Peut-être pour voir l'état des forces. Il va être encore dans la tête du peloton ou plus vers le milieu. Est-ce que Queens, c'est vrai ou. Toronto aussi, hein? Est-ce que Toronto, c'est vrai contre Laurier? Ouais. Ouais, mais Laurier. Ben, c'est pas un bon baromètre, là, mais en même temps, si Toronto est capable de se prendre Laurier, ils peuvent au moins espérer milieu de peloton, ce qui est déjà bon pour Toronto. Là. À domicile, ils sont supposés de gagner ça s'ils se considèrent comme contender. Mais il reste que le match partout au Canada. Le match, c'est le match, le choc des Titans. C'est notre match. On peut dire juste un mot sur McGill puis Sherbrooke avant de switcher sur la haine. Moi, j'ai très hâte de voir ça. Ben, c'est curieux. Je voir le match parce qu'il n'est pas à TVA, je pense. Mais j'ai très hâte de voir les résultats de ce match-là. Voir à quel point l'offensive de McGill va être capable de produire contre la défensive de Sherbrooke. Non, mais ça va rester intéressant quand même. OK. Montréal-Laval, juste pour se péter bretelles, pendant qu'on peut encore le faire impunément. Les Carabins ont gagné les 3 parties l'année dernière. Laval. Les 4 en ligne. 4 en ligne, si on compte la finale d'Adunsmore précédente. 5 en 6. Donc, on part confiant. Laval n'a pas été si dominant que ça la semaine dernière. À quoi il faut s'attendre? Est-ce qu'on va encore avoir une offensive balancée et une défensive intraitable? La clé va être de comment on est capable de contenir Vital. Et l'autre clé, c'est est-ce que le Rouge et Or va courir? Parce que dans les 2 premiers matchs, normalement, le Rouge et Or est reconnu pour avoir un livre de jeu très équilibré. Mais depuis le début de l'année, il passe plus qu'il court. Donc, est-ce qu'ils vont utiliser Muganda, Mouse pour faire un rouleau compresseur 1-2 comme ils font à l'habitude avec en première demi contre nous? Je sais pas. Parce que Muganda revient, là, son histoire d'éligibilité, c'est réglé. Il a joué le dernier match. Il a bien joué en plus. Oui, il a bien joué, mais ils l'ont pas beaucoup utilisé. Non, c'est ça. Ce qui va être le highlight, ça va être de voir est-ce que la jeune défensive des Carabins sera capable de contrer le rouleau compresseur de l'attaque du Rouge et Or. Parce que le Rouge et Or a tous les outils pour avoir une attaque complètement débile. Mittal est à son plus haut. Ils ont plusieurs. Ils ont Arsenault qui est une très belle surprise depuis le début de l'année. Exactement. Puis, tu l'as dit, là, bizarrement, ils ne courent pas, mais ils ont des porteurs de ballon qui seraient
partant dans n'importe quelle autre équipe. Donc, ça sera de voir la puissance de l'attaque. Est-ce que notre jeune défensive, parce que notre tertiaire et surtout nos secondaires sont très jeunes. On l'a vu un petit peu il y a 2 semaines contre Concordia, qui en deuxième demi, on a commencé à avoir de la difficulté. Concordia a réussi à trouver les failles au centre. Puis on réussit à faire péter les plombs un peu au Carabin. Donc, ça reste de se jouer là-dessus. Ça, cette année, le Rouge et Or a des très bons débuts de match, mais on dirait qu'en deuxième demi, ils ont beaucoup de difficultés parce que lorsque les coachs s'ajustent de l'autre côté, moi, j'ai trouvé que leurs deuxième demi, leurs 2 premiers matchs étaient, disons, plus tranquilles qu'à l'habitude. Une des questions, ça sera de savoir à quoi s'attendent les Carabins. Il y a 2 semaines contre Concordia, ils savaient qu'elle n'allait pas courir, donc on avait une défensive 3-4, donc juste 3 genres de ligne, 4 secondaires. Avec le Rouge et Or, je pense qu'on va revenir avec un truc plus traditionnel pour respecter le jeu au sol en disant si vous voulez vous battre, on va forcer Desjardins à lever la balle. Donc, on va probablement y aller avec un 4-3, ce qui veut dire qu'il va probablement avoir. Donc, c'est 4 joueurs de ligne, 3 secondaires. Donc, plus de viande au point d'attaque. Parce que c'est vrai que la semaine, il y a 2 semaines, la pénétration, c'est pas trop rendu à Roy, mais je comprends que l'idée, c'était pas tant de le presser que de limiter ses options. Mais la ligne offensive de Concordia a quand même fait le boulot. Oui. Ouais. Mais là, ça va être de contrer. Ça va être de contrer le jeu au sol. Puis, eux ont un vrai jeu au sol, contrairement à Concordia. Donc, probablement qu'on va se ramasser avec un 4 avec Fontenard. Et donner que du cours. Donner que du cours à Mittal puis l'arrêter. S'ils réussissent à faire des passes longues à Mittal, ça peut être dangereux. Ce qui me fait peur vraiment, c'est que le Rouge et Or a sûrement vu le film, puis ils vont se rendre compte que la défensive agressive de Touchette laisse un trou béant en plein milieu. Puis si le maraudeur ne réussit pas à descendre. Notre défensive va toujours laisser ce trou-là. Oui, historiquement. Je sais, mais ça m'a apparu d'une évidence lors de la partie. Je sais que c'était la première partie. En attaque, le Rouge et Or, les Carabins, ça va être aussi d'établir le jeu au sol rapidement. Ouais. D'avoir qui est habillé aussi chez les receveurs. Ouais. Puis de savoir si on peut. Est-ce que ça va être le Bird Show encore? Où on y va avec un quad de plus rapide? Moi, j'aimerais ça voir un 1-2 avec un autre. Là. Ouais, moi aussi. Si j'en face. Moi, j'ai pas de problème d'avoir Bertrand Beaulieu sur 2 tiers des jeux, mais ça prend. Tu peux pas l'avoir à 90%. Il faut qu'il y ait une variation à quelque part. Il faut que ta menace reste là. Tu utilises ton joueur le plus efficace. Tu vas avoir quelqu'un de frais aussi. Là, la ligne. Oui, absolument. Ça prend quelqu'un de frais qui clac. Ça va être intéressant de voir la progression avec nos petits receveurs, nos nouveaux, nos jeunes. L'attaque me stresse vraiment pas. Je pense que Jonathan risque de s'amuser avec la tertiaire du Rouge et Or, mais... Est-ce qu'il va avoir du temps? Et voilà. Ouais. Parce qu'on revient toujours à ça. Le football reste un sport assez simple quand on le réduit à sa plus simple expression. Un joueur essaie de faire quelque chose, l'autre équipe essaie de l'empêcher. Puis pour les corps arrière, la valeur la plus grande, c'est le temps. Ouais. Si on élimine le temps à un corps arrière, il va faire des erreurs. Ouais. Puis le Rouge et Or, cette année, a une capacité de saquer qui est relativement importante. Encore et toujours, ils ont encore des gros joueurs de ligne qui performent, donc qui roulent. Tu sais, c'est ça. Vous le voyez là, c'est beaucoup de sacs. Hein? C'est beaucoup de sacs, effectivement. Beaucoup de sacs. Mais ils ont joué Sherbrooke, ça a été feeding frenzy. Là. Avec ça, c'est-à-dire qu'ils se sont payés la traite. Ouais. McGill, je ne sais pas la semaine dernière si ça a été si pire que ça. Je sais qu'ils ont fait le plein de chiffres contre Sherbrooke. Non, c'est ça. C'est pas de mauvaise. Ça va être. Ce qui est la vraie affaire, c'est savoir quelle équipe qui va se présenter. Parce que le Rouge et Or arrive ici en se disant
ils veulent venger. Cette équipe-là va vouloir venger leur performance dans les passés. Ils se sont fait littéralement ridiculiser les 2 dernières années. Les 2 dernières games contre les Carabins, la Dunsmore et surtout l'autre partie d'avant, c'était même pas proche. Le Rouge et Or ont été dans le match une demi, puis après, c'était l'hécatombe. Là, ils vont arriver le couteau entre les dents. Puis là, on va savoir comment que la jeune équipe des Carabins va réagir. Ça va être vraiment une question de... Ouais. Il y a le facteur inconnu aussi du terrain, parce qu'ils ne pratiquent pas sur ce terrain-là. On n'a pas l'ambiance habituelle. On sait que les matchs contre Laval redoute le bruit du Sepsum. Ouais. C'est documenté, c'est connu, ils l'ont toujours nié, mais tu pratiques avec des speakers calvaires, c'est parce que tu doutes de quelque chose, là. Ouais, puis là, mais là, il n'y aura pas ça. Non, puis moi, j'ai l'impression que les Carabins vont s'assurer que tout le monde qui soit dans le stade ait de quoi pour faire du bruit. Mais le fait est qu'on est dans un stade à air ouverte. Un stade à air ouverte sans vraiment rien qui va avoir une force de rétention du son. Puis on est là sur un seul côté. On perd une grosse partie de notre avantage du terrain. Il n'y a pas l'arrêt d'autobus. Il n'y a pas l'arrêt d'autobus pour les joueurs. C'est ça. Mais bon, ça compte à quel point. Mais le bruit sera probablement pas un facteur parce que j'ai de la difficulté à imaginer que notre petit 3000 effoiré sur un côté du terrain va réussir à déranger qui que ce soit. Il n'y aura pas l'agressivité qu'on a normalement. Je ne sens pas non plus cette effervescence-là, mais le Rouge et Or va arriver, j'en suis convaincu. En plus, ils ont eu le moyen de se faire les dents et placer leur jeu contre Sherbrooke puis McGill avant d'arriver à Montréal. C'est plus facile. Là, nous, on a eu un seul match. Concordia. Oui, puis ça n'a pas été... Ça a fonctionné, mais ça n'a pas été toujours élégant. C'est moins rodé. On voyait les morceaux qui fonctionnaient moins bien. Oui, que ça tournait carré. En défensive surtout. Non, moi, j'ai l'impression que cette partie-là, on risque de l'échapper. S'il y en a une qu'on doit échapper, je préférerais que ce soit celle-ci. Sans nous dire qu'on se fait piler d'en face, là, mais de dire, OK, bon, ben, on finit ça, mettons, un 20-17, là. Ça ne sera pas 27, ça va peut-être être plus 30 que 27, là, mais 30 points, c'est beaucoup. 30 points, c'est beaucoup. C'est beaucoup, tu as raison. Mais j'ai l'impression que ça va finir à peu près comme ça. Là. On va revenir à quoi qui est plus average, là, ce qu'on avait l'habitude de connaître, là, vraiment avec pas un gros pointage, mais vraiment pas une grande différence. Mais j'ai peur qu'on l'échappe, ça là. Mais on va retourner là-bas et on va leur Christine Reims, mais j'ai des chums à aller voir à Québec anyway, fait que mais pas la peine. Aussi bien de l'échapper celle-là, puis savoir à quoi s'attendre après. Non, mais on peut aussi pas l'échapper cette année. Exactement ce que j'allais te dire. Par contre, on n'est pas obligé de le faire. De toute façon, dis-moi qu'on va se planter. Tu t'es complètement trompé la semaine passée, fait que je vais dire, bon, on est correct, François l'a mal collé. Exactement. C'est pour ça, moi, je cale qu'on risque de l'échapper. Je m'attends à un bon match, là. Mais ça va être bizarre, effectivement. Le début de match va être important. J'ai l'impression que le Rouge et Or va vouloir y aller. Essayer de marquer rapidement. Ce s'ils n'avaient pas réussi à faire lors des derniers matchs contre nous. Ouais. Attendez-vous à la bombe directement. Oui, exactement. Oui, ils vont essayer de faire peur avec Mittal, c'est sûr. Étirer la défensive, question de faire rouler, de faire tout de suite. Après, on étire la défensive, après, on rentre de belles courses au centre. Un classique étire. J'ai l'impression qu'on va voir du Wildcat avec Dallaire, comme on a vu le premier match contre Chabot. Il sortirait des petits pas de corps arrière directement au porteur de ballon, let's go. Ce qui serait drôle, en tout cas, c'est si Laval n'est pas dans le coup, j'ai l'impression que ça va ruer d'un brancard à Québec puis que des têtes vont rouler plus vite que prévu. À suivre. OK, donc c'était notre preview pour cette semaine. Comme on disait, soyez au tailgate de bonne heure. Il va faire beau. On va pouvoir en profiter pleinement. On disait, faites vos trains de bonne heure. Oui, puis grillez-vous pour la chaleur. Oh oui, monsieur. Parce qu'il va faire haut la cabane. Oh yeah.
Tam, François, merci beaucoup. Bonne fin de soirée tout le monde. On va aller se coucher. Hein? Il est rendu minuit, c'est assez tard. Bon. Pour joindre les Montagnards, l'inscription est à 40 $ cette saison. Vous pouvez le faire via notre page Facebook, via le merveilleux serveur SPG. Et pour suivre nos activités Facebook, Twitter, Instagram, @montagnardmtl, sur YouTube, Les Montagnards Montréal. Ce podcast, l'Écho des Montagnards, a été présenté par SPG, la solution pour les associations, et Brasseur RJ. On se voit au match. Ciao.